Colonisation, dès 1882. Introduction. Colonisation, nettoyage ethnique, apartheid, terrorisme d'État. Avant même la création de l'État, ces mots ne sont pas de la propagande, ce sont des catégories juridiques, ce sont des faits établis par les rapports d'organisations internationales, des témoignages de terrain et les archives historiques. Pourtant, pendant plus d'un siècle, le sionisme politique a été présenté comme un mouvement de libération nationale, un refuge pour un peuple persécuté. Mais libération pour qui ? Au prix de quelle violation du droit? Ce chapitre ne raconte pas une histoire édulcorée, il raconte l'autre face, celle que les lois internationales qualifient depuis longtemps de violation systématique. Une terre habitée, invisibilisation volontaire. Avant 1882, alors que les premières vagues d'immigrants juifs européens arrivent en Palestine ottomane, la terre n'est pas vide, elle ne l'a jamais été. La population est arabe, palestinienne, musulmane, chrétienne et juive locale. Ces derniers vivant tous ensemble depuis des siècles en bonne entente. Il y a des villes, des ports, une économie. Jaffa exporte ses oranges dès 1850. Naplouse produit son savon. Haïfa est un carrefour. Jérusalem, une capitale spirituelle. Mais le sionisme politique a besoin d'un mensonge fondateur. Une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Cette phrase n'est pas une simple formule. Nier la présence des autochtones pour mieux justifier leur remplacement. Le droit international, dès la Convention de La Haye de 1907, interdit toute colonisation de peuplement sur un territoire habité. Mais le mouvement sioniste passe outre. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie dès le départ d'un soutien colonial européen. Première colonie, dépossession et ségrégation. Les premières colonies agricoles sont financées par des mécènes, comme Edmond de Rothschild. On achète des terres à des propriétaires absentéistes, habitant souvent à Beyrouth ou Damas, mais ces terres ne sont pas vides, elles sont cultivées depuis des générations par des fellahs palestiniens. Quand l'achat est signé, les familles sont expulsées, sans indemnité, sans recours, sans droit. Cela s'appelle en droit international contemporain un transfert forcé de population. Un crime contre l'humanité selon le statut de Rome de la CPI. Mais ce n'est que le début. Très vite, les institutions imposent le travail hébreu. Exclusion systématique des ouvriers arabes. Syndicats séparés. Banques séparées. Écoles séparées. Un État parallèle, racialement pur, et je mets racialement entre guillemets, bien avant 48. Ce n'est pas du développement, c'est une logique d'apartheid. Avant l'heure. Le concept de race juive a été employé par certains penseurs sionistes de la fin du XIXe siècle, notamment Max Nordau, dans un contexte intellectuel européen où la notion de race, de peuple et de nation était fréquemment mêlée. Or, comme nous l'avons rappelé dans le chapitre 2, la science moderne rejette l'existence de races humaines biologiques distinctes. Il y a une seule espèce humaine, Homo sapiens sapiens. Théodore Herzl, quant à lui, parle de peuple juif et de nation juive. Son projet consiste à transformer des communautés juives présentes aux quatre coins du monde, extrêmement diverses, par leur langue, leur culture, leurs origines géographiques et leurs apparences physiques, en un sujet national moderne, comparable et calqué sur celui des nations européennes du XIXe siècle. Sykes-Picot et Balfour, le pacte colonial. 1916, accord secret de Sykes-Picot. La France et le Royaume-Uni se partagent le Moyen-Orient arabe comme un butin de guerre. Les peuples concernés, on ne leur demande rien. 1917, déclaration Balfour. Le gouvernement britannique promet un foyer national juif en Palestine. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Une puissance coloniale qui n'a aucun titre juridique sur la Palestine promet cette terre à un mouvement politique européen, le sionisme, en ignorant complètement la population autochtone qui, à l'époque, correspond à plus de 90% de la population de la Palestine. C'est juridiquement une violation flagrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu plus tard par la Charte des Nations Unies. C'est aussi un acte fondateur du colonialisme de peuplement moderne. Les Britanniques, ensuite sous mandat de la SDN, facilitent l'immigration juive massive. Ils arment la Haganah. La Haganah, présentée comme une milice défensive, fut en réalité le bras armé du projet sioniste, qui planifia et exécuta, notamment via le plan d'Allais et par des actes terroristes, la conquête militaire, les massacres de civils et l'expulsion systématique de plus de 750 000 Palestiniens en 1948. Les Britanniques ferment les yeux sur les expulsions, les Palestiniens, eux, sont systématiquement exclus de toute décision. Immigration massive, une logique délibérée de remplacement démographique. Entre les deux guerres, des centaines de milliers d'immigrants juifs arrivent en Palestine. Les persécutions en Europe sont réelles, mais le mouvement juif sioniste utilise ces tragédies pour accélérer son propre projet politique, créer une majorité juive. Chaque immigrant est un pion dans un échiquier colonial. Les kibboutz ne sont pas des communautés utopiques, ce sont des avant-postes de colonisation. Tel Aviv n'est pas une ville nouvelle, c'est une déclaration de guerre démographique. Sous mandat britannique, la Palestine n'est pas administrée. Elle est préparée pour être transférée au mouvement sioniste. Les Britanniques désarment les Palestiniens après chaque révolte, tandis qu'ils laissent les milices sionistes s'armer, s'entraîner et se structurer.
la Haganah se développe avec la tolérance et la coopération du pouvoir colonial. Dès les années 1920, les organisations sionistes entrent dans toutes les structures administratives, économiques et sécuritaires de la Palestine mandataire. L'hébreu est imposé comme langue officielle aux côtés de l'arabe et de l'anglais. Un État parallèle juif est construit sous protection britannique pendant que la majorité arabe palestinienne est marginalisée sur sa propre terre. Puis en 1948, les Palestiniens seront expulsés, remplacés, effacés des administrations et des institutions. Israël n'est donc pas une naissance spontanée d'un État, c'est un transfert colonial organisé, un appareil d'État construit depuis des siècles, modernisé depuis l'époque ottomane, puis remis par les Britanniques qui en avaient la responsabilité, mandat de la Société des Nations, à un mouvement de colonisation, de peuplement, au détriment du peuple autochtone palestinien. Et quand les Palestiniens se plaignent, on les traite de réfractaires, de violents, d'antisémites. Mais le droit international est clair. La résistance à la colonisation dans le respect du droit international n'est pas du terrorisme. C'est un droit. 1936-1939, la révolte écrasée et le rôle des milices sionistes. En 1936, les Palestiniens se soulèvent, avec notamment comme personnalité importante à cette époque, Ezzedine El-Qassam. Grève générale, sabotage, manifestation. Ils réclament l'indépendance, l'arrêt de l'immigration massive et la fin des ventes de terres. La réponse britannique, massacres systématiques, villages entiers détruits, torture, détention administrative, exécution sommaire. Mais ce que les manuels scolaires israéliens oublient souvent, c'est la collaboration active des milices sionistes qui constitueront plus tard l'armée israélienne Tzahal avec l'occupant britannique. La Haganah forme des unités spéciales, elle fournit des renseignements, elle participe à la traque des insurgés palestiniens et surtout des groupes comme l'Irgun et le Lehi, qualifiés de terroristes par les Britanniques eux-mêmes, car il faut savoir qu'à un moment, des milices sionistes vont même faire des attentats contre les Britanniques lorsqu'ils les empêcheront d'avancer à la vitesse qu'ils veulent dans leur projet sioniste. Donc ces milices commencent en 1936 leur action violente, attentats à la bombe contre des civils arabes, massacres de villages, intimidation. Le plus célèbre, le massacre de 1938 à Balad el-Sheikh, près de Haïfa, où des dizaines de Palestiniens sont tués dans leur sommeil. En 1939, la révolte est écrasée. L'élite palestinienne est morte, emprisonnée ou exilée. C'est cette destruction délibérée qui permettra la Nakba de 1948. Violation systématique du droit international, une constante. Le sionisme politique a toujours fonctionné en dehors du droit international, parce que le droit international justement interdit la colonisation de peuplement, le transfert forcé de population, l'appropriation des terres par la force, la discrimination ethnique institutionnalisée. Pourtant, chaque étape de l'entreprise sioniste a violé ces règles. Les achats de terres avec expulsion des fellahs, transfert forcé. La création d'institutions hébraïques exclusives, discrimination raciale. La collaboration avec les Britanniques pour écraser la révolte, privation du droit à l'autodétermination, crimes de guerre. Et après 1948, cela continuera, destruction de centaines de villages palestiniens, exode massif de population, loi de retour réservée uniquement aux juifs, interdite aux Palestiniens. Le sionisme n'est pas une anomalie, c'est une logique coloniale cohérente, poursuivie depuis 1882 avec des outils juridiques, militaires et idéologiques.